Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour ce topo et je pense que c'est bien que Mathieu ait introduit un peu la question sous l'ARDS et certaines targets thérapeutiques. Donc, quand on soigne des patients cérébrolésés, on a une certaine prévalence de lésions pulmonaires aiguës. C'est une revue systématique de la littérature, surtout sur le trauma crânien, on a plus de littérature de ce type de patients. Vous voyez que sur 20 études, on a plus ou moins un tiers des patients qui va développer un problème d'ARDS au cours de leur séjour en réanimation. On a une survie plus ou moins de 60%, ce qui est pour finir relativement similaire à ce qu'on observe dans beaucoup de séries chez les malades non cérébrolésés. Et ce qu'on observe aussi, c'est que, évidemment, comme d'habitude en réanimation, quand vous faites une complication d'un autre organe, le pronostic il est aggravé et il y a une association de la présence d'une lésion pulmonaire aiguë avec un outcome défavorable chez ce type de patients cérébrolésés, avec, comme dit cette littérature, beaucoup d'hétérogénéité dans les études, évidemment, toutes observationnelles. Alors, il y a une physiopathologie derrière, il y a un vrai crosstalk, il y a un dialogue entre le poumon et le cerveau qui se fait déjà de façon anatomique. Vous savez que le cerveau contrôle la respiration, le centre respiratoire au niveau du tronc cérébral et le nerf vague, par exemple, amène au niveau du centre respiratoire beaucoup de stimuli, les mécanocepteurs de la cage thoracique, qui sont des très importants déterminants du drive respiratoire. Et il y a plusieurs hypothèses, si vous intéresse, c'est une revue récente qui explique pourquoi quand un patient développe un problème cérébral aigu, il va aussi développer, il y a une probabilité très élevée, de développer des problèmes pulmonaires, en commençant des infections, qui est le phénomène le plus fréquent, mais aussi toute une série de phénomènes inflammatoires, il y a des médiateurs circulants qui vont induire secondairement une lésion pulmonaire aiguë. Alors, j'ai mélangé, si vous voulez, ce qui était ancien, recommandation 2019, et ce qui est récent de l'ESIC, je peux faire les recommandations européennes, sur ce qu'on doit faire quand on traite un patient avec un RDS. Et j'ai résumé en haut à gauche ce qui sont les principes d'une ventilation dite protectrice, parce qu'évidemment, il faut empêcher que le patient décède d'une hypoxémie, il faut protéger et laisser le temps au poumon de pouvoir guérir de la lésion dont il souffre, mais il faut aussi pouvoir protéger le poumon et éviter évidemment les lésions induites ou associées à la ventilation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va appliquer ces principes de ventilation protectrice à un patient cérébrolésé avec un RDS? Donc, vous avez ici une point of view, une viewpoint, écrit par sur Intensive Medicine il y a 5 ans, mais qui est en fait aussi applicable avec les nouvelles guidelines, qui vous résume ici les stratégies de ventilation et ce qu'on recommande en gros pour un patient avec un RDS. Vous voyez, petit volume courant, les pipes adaptées en fonction de votre stratégie. On recommande la proposition de cubitus ventrale, évidemment la possibilité d'un support extracorporel pour les cas les plus sévères. Alors, si on associe à ça le fait qu'on a une lésion cérébrale aiguë, il y a plusieurs études observationnelles qui ont confirmé que quand on a un RDS et un trauma crânien, par exemple, et on applique une ventilation avec un volume minute qui ne respecte pas les règles des guidelines, on a une association avec une mortalité plus élevée. Donc, ce n'est pas un niveau de preuve élevé. On n'a pas d'étude randomisée qui a comparé 6 cc kg à 10 ou 12 comme dans la RDS chez le patient non cérébrolésé. Mais on a des études observationnelles qui semblent confirmer ce qu'on a observé dans les études de 2000, c'est-à-dire il faut, dans le malade avec trauma crânien par exemple et RDS, essayer d'avoir une ventilation protectrice en réduisant le volume minute et en respectant évidemment une pression de plateau pas trop élevée. Où le premier problème se présente, c'est sur la gestion de la pression en fin d'expiration. Parce que ce qui est recommandé, c'est essentiellement d'adapter la pression en fin d'expiration pour éviter l'ouverture et fermeture des alvéoles en cas de RDS. Mais si on applique une pression en fin d'expiration élevée chez un patient cérébrolésé, ceci pourrait avoir des effets délétères. Certains effets sont purement hémodynamiques. Par exemple, diminution du retour veineux, chute de la pression artérielle. Vous savez que la pression artérielle, c'est le premier déterminant du flux sanguin cérébral. Mais c'est qu'on sait aussi que cette modification de pression en fin d'expiration peut modifier l'hémodynamique cérébrale. Je vous rappelle le principe de la pression intracrânienne. Vous savez que dans la boîte crânienne, on a tous une pression de 5 à 15 mm de mercure, qui en fait est l'équilibre entre 3 facteurs importants, le parenchyme cérébral, le volume de sang, artériel et surtout veineux, et le liquide céphalorachidien. Et tout ceci est en équilibre pour permettre à la pression intracrânienne, qui est évidemment en frein très léger à la perfusion cérébrale, de rester dans des valeurs tout à fait acceptables chez la personne saine. Quand on a une lésion cérébrale aiguë et on a un édème cérébral, on a de l'hydrocéphalie, un effet de masse, il y a effectivement une modification des volumes intracérébraux pour lesquels le cerveau lui-même essaye de compenser. Et un des mécanismes de compensation
qui évite qu'une augmentation du volume intracrânien s'associe à une augmentation de la pression intracrânienne est le fait qu'on réduit le contenu du sang veineux qui est chassé via les jugulaires vers les veines périmédulaires, qui est réabsorbé, qui retourne vers le cœur, et qui permet donc d'avoir une situation dans laquelle, pour une augmentation du volume intracrânien, la pression intracrânienne elle augmente de façon très limitée. Donc vous vous en doutez bien que si je vais appliquer une pression en fin d'expiration très élevée, ceci va évidemment augmenter la pression intrathoracique et potentiellement réduire le retour veineux cérébral. Donc le résultat serait une augmentation de la pression intracrânienne. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Je vous cite un papier de l'équipe de Daniel Talmor qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a le mérite d'avoir quand même étudié 340 patients, qui a fait un modèle assez compliqué d'analyse statistique associant la pression intracrânienne et la pression en fin d'expiration, et qui vous dit, en gros, j'ai résumé ça en bas, que pour la plupart des malades, une augmentation de 1 cm d'eau de pression en fin d'expiration modifie de façon très peu significative la pression intracrânienne. C'est un des dogmas que j'ai entendu quand j'ai commencé à travailler à Bruxelles. Il ne faut pas augmenter la PIF chez les patients cérébralisés. Eh bien, ceci probablement n'est pas très vrai. Et surtout, s'il y a un effet délétère potentiel chez un patient cérébralisé de la pression en fin d'expiration élevée, il n'est pas dû à la pression en fin d'expiration, mais à l'effet au niveau des poumons. Une augmentation de l'hyperinflation, donc augmentation de la CO2, ou alors un effet délétère, par exemple, sous le recrutement pulmonaire. Ça a été montré dans ce papier écrit par Chiara Robb et Paolo Pelusi à Genova, de laquelle il y avait une belle corrélation entre l'effet de la PIP sur la dynamique pulmonaire et, de façon concomitante, une amélioration ou une dégradation de l'hémodynamique cérébrale en fonction des effets sur la compliance et sur la CO2. À Bruxelles, on a même testé de façon prospective les effets de la PIP, pas seulement sur la pression intracrânienne, mais sur l'oxygénation cérébrale mesurée par un cathéter intracrânien. Et on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de modification de la pression intracrânienne, il y avait très peu d'augmentation de la pression d'oxygénation, et il y avait 2 tiers des malades dans lesquels une augmentation de la PIP faisait augmenter de façon significative l'oxygénation cérébrale. Donc ce n'est pas seulement que c'est safe, mais il y a même un effet potentiel d'amélioration de l'oxygénation cérébrale chez ces patients. Ça, c'est donc les recommandations des guidelines de la ventilation mécanique appliquée aux patients cérébralisés, aussi supportées par la Société européenne, qui vous dit en gros que pour la pression en fin d'expiration, qu'il y ait ou pas un problème d'hypertension intracrânienne, en fait, on peut appliquer une pression en fin d'expiration plus élevée. Évidemment, vu que vous avez un monitoring de pression intracrânienne, on va voir les effets de cette modification thérapeutique sur l'hémodynamique cérébrale. Le deuxième point, c'est les échanges gazeux. Vous voyez qu'on recommande encore un certain degré d'hypoxémie permissive. On doit plutôt appliquer une ventilation protectrice en laissant les malades plutôt avec une acidémie, avec un peu de PCO2 élevé, mais ceci est en contraste avec ce qu'on doit plutôt avoir chez les patients cérébralisés. On doit avoir une PaO2 plus élevée et respecter plutôt la normocapnie. Alors, de façon assez rapide, les paradoxes de l'oxygène et du CO2 sont liés au fait que trop d'oxygène va augmenter le rééquilibre d'oxygène, donc il y a des effets potentiels négatifs sur les cellules, mais pas assez d'oxygène va induire une augmentation du débit cérébral, c'est normal, ça va augmenter le contenu artériel intracrânien, ça peut faire monter la pression intracrânienne, et surtout chez un patient cérébralisé qui a déjà un flux cérébral limité, l'hypoxémie peut s'associer à une hypoxie tissulaire au niveau du cerveau. Alors, je vous épargne les détails de ce papier, mais c'est un des papiers qui a montré qu'il y a une association entre le niveau de PaO2 et le niveau d'oxygène mesuré de façon invasive chez les patients cérébralisés. C'est difficile de trouver un cut-off, c'est très hétérogène d'un patient à l'autre, mais clairement, laisser un patient très hypoxémique, c'est-à-dire en dessous de 60 à 65 de PaO2, augmente de façon significative la probabilité de retrouver en mesure intracrânienne une hypoxie tissulaire. Et nous avons même testé le côté opposé pour l'hyperoxie. C'est une étude qu'on a fait à Bruxelles. On a induit de l'hyperoxie, donc on a augmenté à 100% des FiO2 le respirateur chez les patients cérébralisés en ventilation mécanique. On n'a pas seulement regardé l'oxygénation, mais aussi le métabolisme cellulaire. On a vu qu'il n'y avait aucun effet délétère d'augmentation de la glycolyse, du lactate ou du pyruvate chez des patients pour lesquels on avait ce type de monitoring. Donc même l'hyperoxie, donc laisser le malade légèrement avec un niveau d'oxygène élevé, ne s'associe pas à une anomalie métabolique évidente chez ce type de patient. Et donc, ce qu'on recommande aujourd'hui, avec un niveau de preuve qui est très limité, est probablement de laisser ces patients cérébralisés avec ARDS, avec un niveau de PaO2 plus élevé que les patients sans lésion cérébrale, parce qu'on a une crainte d'une possibilité d'une hypoxie tissulaire associée à l'hypoxémie systémique.
Alors, de façon très rapide sur la PaCO2, la PaCO2, c'est la même chose. Si l'hyperventilation est proscrite chez les cérébraux lésés parce que ça vasogastrite et ça réduit le flux sanguin cérébral, c'était montré sur des très chouettes papiers avec du PET scan, mais vous savez aussi que l'hyperventilation permet de contrôler de façon très aiguë des accès d'hypertension intracrânienne. Et de l'autre côté, l'hypercapnie fait augmenter le flux sanguin cérébral, c'est très bien, mais ça fait augmenter le volume intracrânien et donc potentiellement être responsable d'une hypertension intracrânienne. Alors ça, c'est un résumé, et je ne vous demande pas de regarder tout le tableau, des études, presque tous observationnelles, qui ont essayé de regarder ce qui se passe sous l'hyperventilation et le cerveau. Pour avoir regardé la littérature, avoir écrit un papier avec une de mes fellows, on sait que l'hypocapnie est délétère chez un cerveau seulement quand elle est très importante. En dessous de 30 mm de mercure de PCO2, on commence à observer des signes d'hypoxie tissulaire. Pour des niveaux entre 32 et 40, ce niveau d'hypoxie tissulaire est moins évident. Donc même l'hypocapnie chez les patients cérébrolésés, elle n'est pas tout le temps associée à des complications importantes. Et elle est, pour cette raison-là, encore inclue dans les guidelines de la gestion du trauma crânien avec hypertension crânienne, avec une hyperventilation légère ou modérée, comme une des interventions qui permet de contrôler l'hypertension intracrânienne chez ces patients. Le problème, c'est que dans la RDS, souvent, on est incapable d'augmenter le rythme respiratoire au volume courant pour avoir une PaCO2 inférieure à 40 mm de mercure. Ce n'est pas un problème, parce que les guidelines vous disent qu'il n'y a pas d'ordre, et si on n'arrive pas à utiliser une de ces interventions parce que le malade ne le permet pas, on peut utiliser d'autres interventions qui permettent de contrôler l'hypertension intracrânienne chez ces patients. Donc l'hypocapnie fonctionne, mais en cas d'RDS, ce n'est simplement pas utilisable pour éviter d'utiliser une ventilation non protectrice. Alors de l'autre côté, l'hypercapnie, certes, elle va augmenter les pressions intracrâniennes, mais encore une fois, pas chez tous les malades. On a fait encore une fois une étude prospective à Bruxelles. On a induit de l'hypercapnie sous ventilation contrôlée chez les patients cérébrolésés. On a observé que la pression d'oxygène va augmenter. La pression intracrânienne se modifie très peu, évidemment chez des patients qui ont une pression intracrânienne de base plutôt normale. La de base était entre 8 et 10 mm de mercure. Donc même la tolérance de l'hypercapnie chez un patient cérébrolésé, elle est possible pour autant que le malade ait une valeur de base entre 8, 10, 12 mm de mercure. Ça sera très difficile évidemment de tolérer l'hypercapnie chez un patient qui a déjà de base une hypertension intracrânienne, une valeur de pression intracrânienne très proche de 20 mm de mercure. Et ça, c'est les recommandations qui viennent des guidelines dont je vous parlais. Vu qu'on n'a pas d'études randomisées dans le sujet, on se base sur des discussions plutôt physiologiques. On se dit qu'on n'a pas assez d'arguments pour supporter une hyperventilation chez les patients cérébrolésés, ni quel est le niveau de PaCO2 auquel on doit s'inquiéter. Et donc, on se base sur le monitoring cérébral pour dire quel niveau de PaCO2 on peut tolérer chez un patient cérébrolésé, surtout en RDS, pour lequel de la normocapnie ou de l'hypercapnie est nécessaire pour assurer une ventilation protectrice. Dernier petit point, parce que c'est très rapide, vous avez entendu, prone position et ECMO, on n'a évidemment pas d'études spécifiques sur le cérébrolésé, donc on dit en gros, on n'a pas d'évidence. Il y a quelques recommandations que j'aimerais bien présenter, qui est ce papier, dont Mathieu déjà parlait en partie. Il y a un effet potentiel chez les cérébrolésés de la pression intra-abdominale. L'augmentation de la pression intra-abdominale va faire augmenter la pression intracrânienne. Et on recommande en général, dans le cas spécifique pour les cérébrolésés, d'utiliser ce type d'ajustement dont on parlait juste il y a 10 minutes, dans lequel on va libérer l'abdomen pour éviter qu'une augmentation de la pression intra-abdominale va agir sur le retour veineux et potentiellement augmenter la pression intracrânienne. Donc la prone position, elle est faisable, ça a été rapporté dans beaucoup d'études observationnelles. Il y a des patients qui vont la tolérer, donc il faut pouvoir la tenter dans les cas les plus graves, mais avec des ajustements de mise en place du malade qui permet d'éviter, par exemple, la pression au niveau de l'abdomen. Il n'y a donc pas de recommandation pour l'ECMO et la RDS. Pour avoir fait pas mal d'ECMO dans le cérébrolésé, mon conseil personnel, si vous avez un choix thérapeutique, privilégiez l'ECMO. Le haut débit vous permettra de moins anticoaguler ces patients et donc d'avoir moins de risques hémorragiques associés à la circulation extracorporelle dans ce genre de patients avec un RDS. Je termine avec cette slide qui a l'air complexe, qui est en fait un résumé que Chiara Robba et Luigi Camparotto ont écrit sur Intensive Care Medicine, qui vous dit comment on doit gérer un patient avec un RDS et une lésion cérébrale aiguë. Quand la pression intracrânienne est le seul but thérapeutique, on peut utiliser les mêmes schémas que j'ai un patient en RDS. Mais dès que l'insuffisance respiratoire aiguë se présente, on doit pouvoir combiner de façon progressive toute une série d'interventions qui ont comme but à la fois de protéger
le poumon, mais de l'autre côté, d'éviter que la pression intracrânienne monte. Et vous voyez que là-dedans, on a parfois de l'hypothermie, qui fait par exemple chuter la PCO2, ou des inhalateurs pulmonaires comme le nitric oxide qu'on n'utilise presque plus chez les patients qui ont un RDS non cérébralisé. Pourquoi? Parce que ces interventions permettent justement de balancer ce qui est recommandé pour la RDS et ce qui est plutôt protecteur pour le cerveau dans des cas sélectionnés. Voilà, c'était ma dernière slide. Merci beaucoup.